Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture? Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le devant, le pare-choc. Alors, c'est le moment de parler du service à l'auto, en fait, de parler véhicule. Vous savez, tous les vendredis, nous jasons de sujets voiture. Pourquoi? Parce qu'on passe la moitié de notre vie dedans notre voiture, les amis. C'est pour ça que ça vous intéresse. Aujourd'hui, c'est Louis-Philippe Messier, chroniqueur au Guide de l'auto. Dubé. Pardon, excuse-moi. Ben oui, Dubé, qui remplace notre ami Antoine, qui est occupé ailleurs, finalement. Oui, bon. il est en train d'essayer des véhicules, ça je vous garantis. J'en doute pas. Bon, parlons de ce qui s'est passé cette semaine. Mm-hmm. Écoute, c'est des rebondissements un après l'autre dans les dernières semaines avec les tarifs. On n'aime pas ça dans l'industrie automobile, être trop politique, mais on n'a pas le choix parce que notre industrie, elle est tellement liée avec ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, en début de semaine, on avait des tarifs qui venaient. On a eu une exemption pour le domaine de l'automobile. Puis ça, je dis le domaine de l'automobile, c'est très large parce qu'on ne le savait pas c'était quelle partie de l'industrie qui était affectée. En gros, le président Trump a décidé que les automobiles qui respectent les règles de l'ASEOM, qui est l'ancienne ALENA, si on veut, qui a été négociée par le président en 2019, ces véhicules-là, en fait, les critères de l'ASEOM, c'est que 75% du véhicule doit être fait, soit les composantes, 75% des composantes doivent être faites au Canada, États-Unis ou Mexique, et 40% des composantes doivent être faites au Canada et aux États-Unis, 45% pour des camionnettes. Fait que c'est des critères qui sont quand même assez spécifiques. Ça allait bien. Dans le temps, à l'ALENA, c'était 62 quelques % du véhicule qui devait être fait. C'est des choses qui ont été négociées au cours des dernières années. Exactement. Qui sont très claires. Qui touchent d'ailleurs 38% des produits qu'on fabrique ici, nous, au Canada. Oui. Mais tu me diras ce que tu en penses, Louis-Philippe, mais moi, je me suis dit, il a tellement dû se faire expliquer comment ça marchait. Il est tellement ignorant, Donald Trump. C'est pour que les trois grands de l'auto lui disent, regardez bien, Monsieur le Président, laissez-nous vous expliquer. Parce qu'il a quand même dit, je ne veux que des voitures 100% américaines. Qui n'existe pas. Écoute, qui n'existe pas, puis on peut en parler longtemps de ça, parce que justement, c'est les trois grands constructeurs, comme tu l'as mentionné, de Détroit, qui ont réussi à supplier un peu le président pour lui dire, écoute, ça va nous enlever tous nos profits dans la première année minimum, et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Mais ça implique également des constructeurs comme Toyota, Honda, qui sont dans le sud de l'Ontario, ici au Canada, pour notre industrie, qui fabrique le CR-V, la Civic, RAV4, des véhicules Lexus, etc. Donc, c'était une bonne nouvelle à court terme, mais qu'est-ce qu'on se demandait en début de semaine, c'est, les lignes d'approvisionnement pour assembler ces véhicules-là sont tellement complexes. T'sais, moi, j'aime utiliser l'exemple du Ford F-150 qui utilise de l'aluminium du Saguenay, des pièces de suspension ou des charnières de porte du sud de l'Ontario. Il y a un de ces moteurs qui vient du Mexique, d'autres qui ne viennent pas du Mexique. Donc, on importe tout ça à travers les frontières. Il y a deux types de moteurs, c'est-à-dire c'est le même moteur, mais ils sont faits à deux places dans le F-150? Non, c'est différents moteurs, mais dans différents modèles. Fait que le 3.5 EcoBoost est fait au Mexique, le 5 litres, etc. Fait que lequel on fait ici, nous? Nous autres, je pense que c'est le 5 litres là, qu'on avait déjà une production. Je pense que c'est encore là, mais aux États-Unis, 2,7 litres, c'est des moteurs qui sont faits aux États-Unis puis au Canada. Donc, on avait tout ça, ça passe la frontière. C'est tarifé, évidemment, dans le scénario où est-ce qu'on met des tarifs. Puis après ça, on exporte le camion vers Montréal, par exemple, si un Montréalais l'achète. Donc, le problème, c'est que si c'est tout tarifé ensemble avant d'assembler le camion, puis c'est juste la dernière partie qui n'est pas tarifée, le véhicule coûte quand même extrêmement cher. Mais là, on parlait d'une augmentation moyenne des véhicules d'au moins 6 000 $ pour les Américains. Puis on s'est dit, pour nous aussi. En même temps, tu te dis, est-ce que ça encouragerait l'industrie de l'auto usagé plutôt que du neuf? En même temps, Antoine, toutes les semaines me dit, il y a tellement de véhicules en ce moment qui sont dans les stationnements des concessionnaires auto. Pour les concessionnaires automobiles, on leur a parlé la semaine dernière, c'est un méchant casse-tête d'essayer de suivre l'actualité là-dessus. Puis les stocks qui sont ici, c'est correct. Les gens peuvent les acheter. Ils sont pas plus surtarifés. Puis ça, c'est un bon avantage. Mais là, une fois qu'on a liquidé ces stocks-là, c'était une autre question. Et c'est mois en mois. Là, on arrive au 2 avril. Puis c'est les composantes automobiles. Mais ça a un impact quand même, je pense, Philippe, sur le...
l'opinion des gens, là, tu sais, sur le... Je pense qu'il y a des gens qui le disent, je vais peut-être attendre avant de choisir. C'était déjà difficile avant qu'on commence à parler de ça, avec le passage vers l'électrification, les chaînes d'approvisionnement, tout ça. On a eu tellement de difficultés quand on a été bouleversé par les semi-conducteurs, par exemple, durant la pandémie. Les chaînes d'approvisionnement ont été bouleversées, on a manqué de stock, les chars coûtaient une fortune, encore plus cher. Donc là, c'est un bouleversement, encore une autre fois. L'industrie automobile n'avait pas besoin de ça. L'industrie des composantes automobiles, c'est 100 milliards de composantes qui traversent vers les États-Unis, du Canada et du Mexique pour assembler des véhicules. Donc, tout ça... 100 milliards. Essayez d'expliquer ça au président, de dire, on était tellement intégrés depuis des dizaines, voire une centaine d'années dans l'industrie automobile que ça ne fonctionne pas comme ça. Et bâtir une usine en Caroline du Nord de 5 milliards de dollars, ça se fait pas en 3 mois. Là. Ça se fait pas en 2 mois. Ça prend du temps, de la planification, etc. Puis tu parlais des véhicules américains qui sont pas réellement américains. Là, j'ai recensé ici, il y a une liste, parce qu'on fait des recherches pour voir les composantes du véhicule viennent de où, etc. Des véhicules comme le Chevrolet Trax, le Buick Envista, qui sont des marques américaines, ils ont à peu près 2-3% des composantes qui viennent des États-Unis puis du Canada. C'est des véhicules qui sont assemblés en Corée du Sud, qui prennent des moteurs faits au Mexique. C'est tout intégré pour... Quand on arrive avec un scénario comme ça, on dit, là, on va vendre les véhicules où? Combien qu'ils vont coûter? Petits véhicules, là, abordables, là, Chevrolet Trax, ça. Fait que ça peut être... Mais ça démontre... Un exemple. Oui, puis tu en as plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Ça démontre à quel point il est ignorant, non? En tout cas, du secteur automobile. Du secteur automobile, puis ça démontre aussi, ça pose une question de dire, est-ce qu'il est ignorant du secteur automobile ou il fait juste ça pour bouleverser le plus possible, puis avoir des décisions des constructeurs de dire, par exemple, comme Honda, on fera pas la prochaine génération de la Civic hybride au Mexique, on va la faire en Indiana. Ouais. Fait qu'il veut ramasser des décisions, puis des grands constructeurs, écoute, ultimement. Mardi soir, quand il a fait son allocution là, au Congrès, c'était quand même, quand il a dit, il y a d'ailleurs une usine qui s'en vient en Indiana et tout, là, tu te dis, OK, quand même, ça marche en partie, son affaire. Il semble qu'on... Tu sais, pendant qu'il nous écœure, il est en train quand même de négocier des deals avec des grands constructeurs. Est-ce que tu penses que... Tu sais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fake? Ma grosse question, c'est par exemple, OK, on déménage l'usine de moteurs de pick-up du Mexique vers les États-Unis et tout à coup, tu dis à l'électorat américain qui ont élu Donald Trump, OK, vos pick-up vont coûter 25 000 de plus. Maintenant. Parce que maintenant, on le fait aux États-Unis. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à payer 25 000 de plus? C'est sûr qu'on si on fait un sondage, ils vont dire non, c'est trop cher. On aime mieux que ça reste au Mexique parce qu'on veut être capable de les acheter, les véhicules aussi. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête avec ça. Puis les grands syndicats sont content d'une part. La United Auto Workers a dit, c'est bien, on ramène aux États-Unis. Unifor, dans le sud de l'Ontario, est pas content parce que, justement, nous autres, on a une industrie dans le sud de l'Ontario qui a des gens qui ont été entraînés pour assembler des véhicules depuis tellement longtemps. On a une expertise au Canada et nous, on va perdre ça. Donc, ça va... on va perdre ça. On le sait pas encore. On va le savoir peut-être le mois prochain ou le mois d'après, 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. Si vous avez une question pour Louis-Philippe Dubé, notre chroniqueur au Guide de l'auto, ne vous gênez pas. On revient tout de suite après la pause. Il y a Alex qui nous dit il a toujours encouragé le local, incluant pour les véhicules. Il y a quelqu'un qui nous dit, Patrick, là, il dit, le problème, évidemment, c'est que, c'est ça, on est très intégré puis qu'on est très sujet aux sautes d'humeur de Donald Trump. Si vous avez des commentaires également sur des véhicules, là, c'est le moment. Il y a Carl qui dit, avec la crise de Donald, pourrions-nous espérer un jour d'avoir plus de produits européens au Canada, des Peugeot, par exemple? Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de Renault 5. Oui. Ça fait longtemps, moi, j'aimais ça. C'est pas impossible. Et j'ai une question aussi de Langis concernant une Polestar 2. On revient tout de suite après ceci avec les réponses et vos autres questions.